BFM Business, les talents du trading, saison 4 avec Saxo Bank. La finale, présentée par Laure Closier et Grégoire Favet. Bonjour à tous et bienvenue pour cette finale de cette saison 4 des talents du trading. 2 mois de compétition et dans 1 heure maintenant, on connaîtra le grand gagnant de cette saison 4. Laure, bonjour. Bonjour Grégoire. Ça a été une petite semaine, on a eu la hausse de taux de la Fed, la sortie de Star Wars et on termine en apothéose avec cette finale. Oui, je pense que vraiment la semaine s'est déroulée comme ça, c'est les talents du trading, c'est l'apothéose de la semaine de évidemment. tous ceux qui nous écoutent. Évidemment, absolument, 9 semaines de trading sur les marchés financiers à se battre sur la plateforme de Saxo Bank. Ils ne sont plus que 2, je vous les présente tout de suite. Bonjour Noël Clément. Bonjour Laure. Bonjour Henri Brice Glachant, vous êtes nos 2 candidats, nos 2 super finalistes. Il va falloir se battre ce soir avec pas mal de choses qu'on a notamment inventées complètement de toutes pièces. Se battre pourquoi alors? Se battre pour de l'argent, évidemment. Grégoire, 20 000 € pour le premier, 5 000 € pour le deuxième. Des lots quand même conséquents, notamment pour le premier. Et alors, il va falloir bien se battre. Et se battre et convaincre notre jury qui nous a accompagnés encore pour toute cette saison 4. Alain, vous êtes avec nous, Jean-Jacques Ouana, pardon, le président de Riskelia. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Julien Nebenzal, le président de Futura M. Julien, bonjour. Bonjour. Et Alain Pitous, directeur général de Talent Gestion. Bonjour messieurs. Bon, on a passé une semaine quand même assez exceptionnelle. La hausse de taux de la Fed, finalement, c'est passé comme une lettre à la poste. Ça aurait été des semaines compliquées quand même pour les talents du trading, là, Jean-Jacques. 9 semaines extrêmement mouvementées. Il y a eu tout d'abord une hausse de marché, ensuite il y a eu des renversements, il y a eu une réunion de la BCE qui a été très positive pour les marchés, une autre qui a été à l'inverse. Donc il y a eu beaucoup de variétés. Nous pouvons assurément dire que les 2, voire les 3 demi-finalistes ont vraiment été exceptionnels. Des nerfs qui ont été mis à rude épreuve, sous l'œil également du coach de cette saison 4, Jean-Louis Cussac, qui est avec nous dans le jury, Perceval Finance Conseil, qui a encore accompagné et coaché les candidats de cette saison. Il y avait 2 mots d'ordre notamment de la part du coach Cussac. Il fallait avoir un plan B. Si vous n'aviez pas de plan B, vous aviez tout raté. Et le deuxième, c'est la psychologie. On a beaucoup parlé de psychologie pendant toute cette saison. Je vous propose une petite rétrospective en images. 4e saison des talents du trading. Ils étaient des milliers à batailler pour se qualifier sur la plateforme de Saxo Bank. 20 traders en herbe ont passé le casting au Palais Brognard. 10 seulement ont pris position sur la ligne de départ pour la grande compétition 2015. 10 profils très différents, avec chacun leur objectif et leur vision du trading. Moi je prends le trading en fait plutôt comme un art. Je veux devenir trader professionnel. Le trading pour moi c'est la possibilité de devenir indépendant financièrement et c'est une forme de liberté quoi. Oui, ça peut rapporter pas mal d'argent mais on peut en perdre aussi. Pour relever ce challenge, nos candidats ont pu compter sur les précieux conseils de Romain Grosjean, parrain de la compétition. La clé aussi, étonnant que ça puisse paraître, je pense que c'est la patience. Pour réussir à rester calme alors qu'on a énormément de pression. Ainsi que sur l'expertise de l'incontournable Jean-Louis Cussac, coach de la compétition qui n'a pas sa langue dans sa poche. À ce niveau, étant donné l'enjeu, j'ai envie de dire Alexandre, là franchement, il faut consulter. Performance, volatilité, stratégie sur les réseaux sociaux. Nos traders ont été classés chaque semaine et ce n'est pas tout. Un jury de 3 professionnels a décortiqué leur technique et leur gestion du stress pour leur attribuer une note. Jean-Jacques Ouana. Moi, ce qui me plaît dans le concours des talents du trading, c'est non seulement côtoyer des profils que nous pourrions recruter, mais en plus apprendre de nouvelles méthodes. Alain Pitous. Les plus raisonnables se retrouvent en finale. Finalement, ils ont quand même des performances qui sont assez exceptionnelles. Julien Nebenzal. Ce qui est très intéressant dans ce concours, c'est de pouvoir voir comment réagissent des traders, à la fois face au marché et face à eux-mêmes. Durant 8 semaines de trading intensif, leurs compétences techniques et leur qualité mentale ont été mises à rude épreuve face à des marchés volatiles et piégeurs qui nous ont offert du spectacle et de nombreux rebondissements. Ça va être les nerfs contre le panache. Semaine compliquée. Les effets de levier sont débridés. Plus 30, 0, moins 10, plus 20. Tout peut se passer dans les semaines qui viennent. Nous avons vu les favoris se brûler les ailes. S'il continue comme ça, il ne peut pas gagner les talents du trading. Qui peut battre Noël? Visiblement Mario Draghi. Les outsiders sauvaient leur peau de justesse. Mais dans un mouchoir de poche. Jusqu'à la dernière minute, on n'a pas su qui allait être éliminé. Des coups de génie.
Quel candidat spectaculaire. Des craquages. Pendant les 2 semaines, j'ai fait n'importe quoi. Je pensais avoir perdu et j'ai perdu. Alexandre s'est tiré une balle dans le pied. Quand un trader passe en mode espoir, il sait que c'est la fin. Avec un maître mot pour cette saison. Dans cette compétition, on n'aura jamais autant entendu parler de psychologie. Cette semaine, il n'était plus que 2, la crème de la crème. Aujourd'hui, nous allons les départager. Qui sera notre talent du trading 2015? Qui empochera les 20 000 €? Réponse à l'issue de cette grande finale. Et oui, réponse dans 1 heure. En tout cas, bravo messieurs d'être là, Henri Brice et Noël. Vous avez été les plus forts mentalement, les plus pragmatiques, les plus patients aussi également. On entendait Romain Grosjean au début de ce reportage. Bravo également à Sébastien Perchet qui complète le trio de cette saison 4 des talents du trading qui est avec nous dans le public. Bravo à vous Sébastien, vous avez rendu un portefeuille positif. Vous avez gagné environ 10% sur ces semaines de compétition. Juste pour dire, sur les 2 mois de compétition, le marché il a rien fait. Il a même plutôt perdu du terrain. On est passé par toutes les montagnes russes possibles et inimaginables. Donc rendre des portefeuilles positifs comme vous l'avez fait, c'est déjà quelque chose d'assez exceptionnel. Justement, Laure, que va-t-il se passer maintenant pour nos 2 candidats là, qui attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés? Ils sont tout tremblants. Je comprends, comme je les comprends Grégoire. Et la première chose, c'est les traders de la semaine. Ça, c'est la semaine qui a déjà été jouée. On va regarder qui a été le meilleur sur la semaine passée. Et puis il y aura le grand quiz. Cette année, il y aura 2 parties. Un quiz de culture bourse pour savoir qui a le mieux regardé BFM Business ces dernières semaines. Et puis une épreuve, un chiffre mystère sur lequel il faudra donner un chiffre, il faudra être le plus près de la bonne réponse. Et dans ces cas-là, on gagnera 1 point. Et puis mon épreuve favori, Grégoire, parce que c'est moi qui l'ai inventé, du coup c'est mon épreuve favori, c'est l'épreuve des scénarios surprises. Vous connaissez les scénarios noirs de Saxo Bank. Et bien voilà, on les a réinventés en mode surprise. Je ne vous en dis pas plus. Bon, voilà donc pour les épreuves de cette grande finale. On va rentrer dans le dur dans un instant. Mais d'abord, écoutez juste les quelques mots d'encouragement que vous adresse Romain Grosjean, qui aura été le parrain de cette saison 4, pilote de Formule 1 évidemment, qui nous a envoyé ce message. Bonjour à tous, c'est Romain Grosjean. Tout d'abord, un grand bravo pour ces 8 semaines de compétition. J'ai vu pas mal de rebondissements, de scénarios, de différents leaders. Je sais que les marchés ont été un petit peu compliqués récemment, mais bravo pour la compétition. On arrive sur les derniers jours. Alors c'est maintenant que la pression est au plus fort. Il en reste 2 d'entre vous, 2 pour aller gagner la compétition. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette dernière ligne droite. Et puis encore une fois, bravo à tous parce que ça a été assez impressionnant de suivre vos performances, de suivre la façon dont vous avez fait évoluer vos portefeuilles et que le meilleur gagne. Voilà, c'est le sprint final pour vous messieurs. Donc Laure l'a expliqué, il y a 5 étoiles à décrocher au cours de cette finale. Tout de suite, on va remettre la première étoile. BFM Business, la finale des talents du trading saison 4, le trader de la semaine. Ce sont finalement les résultats de votre dernière semaine de trading. Vous avez été ausculté sur l'ensemble de la compétition chaque semaine. Vous étiez 2 à vous battre encore au cours de cette semaine. Alors, on va rappeler comment est-ce qu'on a mesuré justement les performances, et c'est pas que quantitatif, de cette saison 4 des talents du trading. Non, comme toutes les semaines, on a fait une note sur 100. Pour 30% de la note, il y a la note du jury. C'est bien sûr subjectif. Chacun a apprécié les qualités des traders. Et puis la performance pour 30%, le fameux drawdown. La volatilité, Grégoire. C'est ce qui permet de bien dormir ou de très mal dormir. Je crois que certains ont mal dormi. Voilà, plus on est proche de 0, mieux on dort. Plus on est au-delà de, je sais pas, 30, 40, là on commence à dormir très très mal. J'ai vu des 50. Oui, voilà. J'en tremble encore. On n'a pas dormi du tout. Et sur 10%, la note sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le clout. Ouais. Bon, ça s'est bien passé cette semaine pour vous, messieurs. Noël? Très bien, très bien. C'était très stressant, très fatigant. Mais en fin de compte, très bien. C'est un vrai marathon, Henri Brice, 9 semaines comme ça. Alors, tous les deux, vous êtes quand même des traders professionnels ou semi-professionnels. Ça fait des années que vous faites ça avec de l'argent réel sur vos comptes propres. Le fait d'être dans une compétition, et pour ceux qui ont suivi justement cette saison 4, on comprend que c'est quand même très différent. C'est complètement différent, c'est de la pression supplémentaire, c'est un positionnement un peu différent, puisqu'on est quelque part un peu condamné à faire mieux que les autres. Ouais. Alors qu'habituellement, c'est pas faire mieux que les autres, c'est déjà sauver son portefeuille. Donc là, ça rajoute vraiment des contraintes très fortes. Et en plus, sur du court terme, c'est vraiment beaucoup de pression. Bon, et bien alors, on va tout de suite détailler les notes de la semaine.
Et je commence avec Henri Brice qui finit avec une performance de 9%, une volatilité de 16%, un cloud de 60% et une stratégie notée 83 par les membres du jury. Du coup, il sort avec un portefeuille à 10 931 € et une note de 29. Du coup, je vous laisse pas plus de temps pour deviner qui est le gagnant de la semaine. C'est donc Noël qui lui finit avec une performance de 45%, une volatilité de 19, une note sur les réseaux sociaux de 61, une stratégie à 88 points. Sa note totale est donc de 70 et il rend un portefeuille à 14 537 plus points. 45% sur la compétition. La note du jury qui lui est favorable également. C'est donc Noël Clément qui remporte cette première épreuve, cette première étoile de cette finale de la saison 4 des talents du trading. On rappelle que c'est les classements qui comptent. C'est pour ça que la note globale est très favorable à Noël et voilà, elle est très faible, on va dire, de votre côté. Noël, cette semaine, elle a été très positive pour vous. Vous avez terminé, j'allais dire, en apothéose, plus 45% de performance sur 2 mois de compétition, c'est quand même assez exceptionnel. On a essayé donc de faire ce que l'on pouvait. C'est vrai que les marchés ont été très compliqués, ils partaient un peu dans tous les sens. Je crois que personne n'a fait le malin. À un moment donné, c'est vrai qu'il y a des choix à faire. Et la réussite, la différence entre la réussite et l'échec, c'est vraiment très très fin. Ça se joue à pas grand-chose. Pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Patience, le mental, le pragmatisme. On va tout de suite apprendre à vous connaître un petit peu mieux, Noël, avec ce reportage qui a été tourné sur vos terres à Nancy. À 48 ans, Noël Clément a déjà eu plusieurs vies. Rôtisseur, conseiller, puis trader, et puis il y a 2 ans, il retourne à l'école et décroche un master en finance. J'étais au chômage et j'ai voulu donc exploiter ce temps qui m'était imparti pour sortir quelque chose d'enrichissant. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec d'anciens camarades de promotion, Alexandre notamment, qui est 2 fois plus jeune que lui. Au début, on se demande si c'est un prof ou qu'est-ce qui se passe, mais je pense qu'il s'est très bien intégré au groupe. C'est quelqu'un de très drôle, il est vraiment très bon dans ce qu'il fait. Avec son parcours atypique, Noël veut montrer l'exemple. Voilà, on peut reprendre des études à cet âge et puis aussi se dire que la carrière ne s'arrête pas à 50 ans, on en a encore peut-être encore 20. Son temps libre, Noël le passe à sillonner sa ville, Nancy, avec ses amis. Il aime aussi le badminton, les balades en forêt et surtout le trading. Pour moi, c'est un art. C'est une partie d'échecs en temps réel. Une passion qui se pratique à toute heure du jour, smartphone en poche. Si je suis tout seul, je vais regarder mon smartphone environ 30 fois par heure. Avec la compétition des talents du trading, Noël Clément espère être repéré. J'ai des méthodes que j'ai développées personnellement, je les mets en pratique. Elle fonctionne et j'ai envie donc de le faire partager et de le faire bénéficier donc quelqu'un d'autre. Avis donc aux entreprises qui auraient l'audace d'embaucher un senior. Voilà donc pour Noël Clément, notre étudiant Quadra trader. Messieurs, vous l'avez tous très bien noté cette semaine dans votre notation et selon vos critères, c'est lui qui est arrivé le premier à chaque fois évidemment. Bon, tout ça c'est fait dans un mouchoir de poche parce qu'à ce niveau-là de la compétition, on imagine que c'est très difficile de les départager. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous, Julien ? Ce qui a fait la différence, c'est la performance. Ouais. C'est aussi simple que ça parce que en fait, on a 2 finalistes qui sont assez différents, en tout cas selon mon système de notation. Noël prend des décisions qui sont vraiment d'exception sur les marchés. Et puis Henri Brice arrive à très bien diagnostiquer le marché en amont. Après, la performance va faire la petite variation finale de l'application en fait de ces stratégies et c'est ce qui permet de donner le gagnant. Alain, comment est-ce que vous avez noté tout au long de la compétition là, les 10 candidats qui se sont affrontés et comment est-ce que vous avez départagé cette semaine Noël et Henri Brice? Il a fallu faire un choix. Oui. Alors en fait, moi j'avais 2 critères simples parce que tous les autres critères étaient pris par les aspects quantitatifs. Donc moi j'étais uniquement sur le qualitatif, la stratégie d'une part et la mise en œuvre, donc la cohérence par rapport à la stratégie de départ. Et un peu comme disait Jean-Louis Cussac, qu'est-ce qui se passe si ma stratégie de départ fonctionne pas quoi. Donc être têtu, prévoir un scénario B. Oui, et puis être mobile parce que c'est le jeu. Et en fait, Noël avait depuis le départ un peu cette façon d'aborder le marché et avec des bons calls, comme on dit dans le jargon. Régulièrement, c'était à suivre ses avis sur la semaine. Donc ça fait un petit plus par rapport aux autres et par rapport aux finalistes. Alors c'est vrai qu'il y a la mise en exécution de la stratégie et puis chaque semaine on leur demandait de rédiger là, en début de compétition, chaque semaine une note stratégique, quel était leur plan de trading de la semaine. Là aussi on a trouvé des choses de très grande qualité, Jean-Jacques.
Oui, les deux derniers candidats sont deux candidats qui s'expriment parfaitement, qui ont en plus des qualités de trading, des qualités d'analyse, des qualités conceptuelles, de conceptualisation de leur méthode d'investissement, qui sont extrêmement importantes dans le métier et qui ont été valorisées par les jurys. Jean-Louis Cussac qui est avec nous, je vais vous demander de vous lever 30 secondes. Le coach de cette compétition, vous les connaissez bien, hein, vous avez appris à très bien les connaître au cours de cette compétition. Deux styles différents quand même, Henri Brice et Noël, c'est pas du tout la même façon de trader et d'investir sur les marchés. Oui, tout à fait. Alors Noël, plus côté stratégie, essayer de calculer, prévoir. En effet, moi c'est ce qui m'avait à un moment donné plu dans sa façon de faire, c'est-à-dire des plans B, des plans alternatifs, etc. Mais en face, quelqu'un qui m'a surpris avec le temps et qui m'a montré un côté. Alors, c'est pas forcément ce qu'il faut faire hein, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on le fait tous, surtout au départ, mais c'est son côté intuitif. Jouer les mouvements, jouer les micro-mouvements, tenter des choses. Donc c'est très bien parce que tenter, ça veut dire qu'on a du potentiel. Souvent les gens, quand ils tradent, ils sont un peu pétrifiés et du coup, quand ils se décident, c'est toujours trop tard. Quelqu'un qui tente des choses, c'est quelqu'un qui petit à petit va trouver des instruments, des moyens, des méthodes pour canaliser ses instincts, son côté instinctif, son côté intuitif, et qui doit normalement progresser d'une manière significative. Vous n'avez pas peur de faire confiance à votre intuition, Henri Brice? C'est ce que je faisais beaucoup au début et que je fais beaucoup moins maintenant. On apprend, voilà, c'est l'expérience, effectivement, et pourtant vous en manquez pas. Bon, première étoile de cette compétition pour Noël, rien n'est perdu pour vous, Henri Brice, évidemment, vous l'avez compris. Il y a encore 4 étoiles à remettre et on va tout de suite passer à la deuxième épreuve de cette finale. BFM Business, la finale des talents du trading saison 4, le grand quiz. Un grand quiz qui va se dérouler en 2 parties. Absolument, 2 parties, une partie de culture générale boursière et une partie uniquement sur les chiffres. On commence avec culture bourse. BFM Business, la finale des talents du trading saison 4, culture bourse. Une question pour chaque candidat, l'un après l'autre. On va évidemment comptabiliser les points tout au long de ce quiz. Celui qui remportera ce quiz au final remportera la deuxième étoile de cette compétition. Et c'est un QCM, donc vous avez chacun 4 réponses possibles. On commence tout de suite avec Noël, puisque c'est vous qui avez gagné la première étoile. Première question. Quelle est actuellement la plus grosse capitalisation mondiale? Réponse A, Google. Réponse B, Facebook. Réponse C, IBM. Ou réponse D, Apple. On notera qu'il n'y a que des Américains. La plus grosse capitalisation boursière, la plus grosse valorisation boursière au monde, selon vous, Noël? Je pense que c'est Apple. Réponse D, Apple. On va vérifier ça, mais effectivement, c'est la très bonne réponse et de très très loin, puisque Apple, alors on a capitalisé jusqu'à 700 milliards sur Apple, on est à 620 milliards de dollars aujourd'hui, mais on est quand même loin devant Google, qui est juste après, un petit peu au-delà de 500 milliards, et puis on est loin devant Facebook, 300 milliards quand même, et IBM, très loin derrière dans le classement, qui est à peine 130 milliards. Je dis à peine 130 milliards, ça paraît dingue, mais voilà, c'est vrai que c'est des valorisations tellement énormes que 130 milliards, c'est petit, hein, dans le monde de ces grandes capitalisations boursières, notamment américaines. Bravo, vous remportez donc 1 point dans ce quiz. Noël, tout de suite, une question pour vous, Henri Brice. Henri Brice, deuxième question. Qui a dit « Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé » Réponse A, Ben Bernanke. Réponse B, Alan Greenspan. Réponse C, Janet Yellen. Ou réponse D, Warren Buffett. Encore que des Américains. Encore des Américains. La phrase a été dite en anglais, j'imagine. Vous pouvez nous la... Non, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est votre quiz. Henri Brice, est-ce que vous avez une idée de qui a prononcé cette phrase? Et on a même fait un slogan. Ben Bernanke, donc c'est l'ancien patron de la Fed, Greenspan qui a été aussi patron de la Fed, Janet Yellen qui est l'actuelle patronne de la Fed, et Warren Buffett, lui qui est un des grands investisseurs très connus aux États-Unis et dans le monde.
J'hésite entre deux, mais j'avoue que j'ai un blanc. Je sais tranché. Pour vous aider, il n'y a qu'une seule bonne réponse. On peut pas appeler Dany. Ben Bernanke ou Warren Buffett, je dirais Ben Bernanke. Alors la réponse A, Ben Bernanke, on va voir si c'est la bonne réponse. Et non, raté. Bon, vous n'avez pas de regret à avoir parce que c'était pas non plus Warren Buffett. C'est Alan Greenspan qui a prononcé cette phrase célèbre et il en a fait véritablement un slogan. Alors j'ai regardé, il a prononcé... Alors il était patron de la Fed entre 87 et 2006. Il a prononcé cette phrase en 1989. D'ailleurs, il ne parlait pas du tout des marchés. Il était interrogé par un sénateur sur la situation en Europe, la chute du mur. Donc, c'était pas du tout une discussion de marché. Mais il a repris cette phrase. Derrière, il en a fait un slogan. C'était l'époque où, quand on était banquier central, il fallait toujours entretenir le suspense et laisser aux gens la possibilité d'interpréter de multiples façons ces paroles. C'est ça, Jean-Jacques, hein. Ça a un peu changé depuis quand même. Alors maintenant, on a la forward guidance. Ouais, c'est ça. Donc les banquiers centraux doivent annoncer à l'avance au marché ce qu'ils vont faire. Et on s'aperçoit que ça marche pas si bien que ça, puisque avec la BCE récemment, on a eu des déconvenus par rapport aux anticipations de ce qu'allait faire Mario Draghi. C'était mieux quand on comprenait pas ce qu'il disait ou pas forcément? Peut-être parce qu'il y avait une part d'incertitude et en fait à vouloir tout dire, peut-être qu'on en dit trop et finalement pas assez. Bon, Noël, vous menez pour l'instant dans cette compétition et dans ce grand quiz avec tout de suite une nouvelle question pour vous. Troisième question, pour être une licorne, il faut au minimum, réponse A, être valorisé 1 milliard de dollars, réponse B, être française, réponse C, avoir levé 1 milliard de dollars ou réponse D, être cotée. Noël, vous pouvez lire en même temps derrière vous si vous voulez, ça sera plus simple. Pour être qualifié de licorne, quel critère est nécessaire? Être valorisé 1 milliard de dollars, être française, avoir levé 1 milliard de dollars ou être cotée en 2015. Il n'y a qu'une seule réponse. Il n'y a qu'une seule réponse. Et c'est pas avoir une corne et pouvoir voler. Ça c'est pas prévu. Je dirais être française. Être française, la réponse B, on va vérifier ça tout de suite. Et non, mauvaise réponse. Il y a des licornes françaises, il y en a beaucoup aux États-Unis. Le critère principal, c'est d'être valorisé au moins 1 milliard de dollars. Et souvent, ce sont des entreprises qui ne sont pas encore cotées. Donc aux États-Unis, il y a beaucoup d'exemples, hein. Airbnb, Snapchat, Pinterest. Et puis en France, on en a quelques-unes, notamment Vente Privée, voilà, qui fait partie des grandes licornes françaises. Voilà, la première licorne française, on va dire. Vous avez toujours un point dans ce grand quiz. Noël, 0 pour vous, Henri Brice. C'est une nouvelle question pour tenter de marquer votre premier point. Parmi les opérations suivantes, laquelle a été annulée en 2015? Premièrement, réponse A, l'introduction en bourse d'Elis. Réponse B, la vente d'Alcatel à Nokia. Réponse C, l'introduction en bourse de Deezer. Ou réponse D, la fusion Lafarge-Holcim. Une opération qui n'a pas pu se faire. Bon, c'est vrai que les conditions de marché n'étaient pas toujours faciles. Il y a des fusions-acquisitions qui ont échoué cette année, des opérations qui n'ont pas pu être menées à bien. Quelle est selon vous l'opération qui a échoué là, cette année parmi ces opérations qu'on vous propose, Henri Brice? Je dirais l'IPO de Deezer. Donc l'IPO, l'introduction en bourse de Deezer, on va vérifier ça tout de suite. Effectivement, c'est la bonne réponse. Hein. Les autres opérations, alors l'introduction en bourse d'Elis s'est faite en début d'année, la vente d'Alcatel à Nokia c'est en cours, tout comme la fusion Lafarge-Holcim et effectivement un Deezer qui avait tenté de s'introduire fin octobre sur le marché. Il faut se rappeler la séquence, hein. C'était justement les grandes licornes françaises qu'on essayait de coter. Il y avait Deezer et puis il y avait ensuite Showroom Privé. Deezer n'avait pas pu aller sur le marché fin octobre, l'opération a été reportée même précisément, et Showroom Privé dans la foulée qui avait pu s'introduire le jour d'après. Vous marquez votre premier point dans ce grand quiz. Vous rejoignez donc Noël, un partout pour l'instant, et une nouvelle question, Laure. Cinquième question de Noël. Laquelle de ces entreprises sortira du CAC cette année? Réponse A, Alcatel-Lucent. Réponse B, EDF. Réponse C, Peugeot. Ou réponse D, Valeo. Attention, c'est bourré de pièges. Ah, c'est bourré de pièges. Des gros pièges à nous. Donc il y a une seule bonne réponse et plein de pièges. Je dirais EDF, qui sera remplacé par Clépierre. Réponse B, on va vérifier. Effectivement, c'est la bonne réponse. C'est EDF qui va sortir. D'ailleurs, là, dès le 21 décembre, EDF qui aura passé quand même 10 ans sur le marché parisien au sein du CAC 40 avec un cours de bourse divisé par 2 en 10 ans. Voilà. Donc on les sort du CAC. Ça leur permettra peut-être d'être un peu moins sous les spotlights et justement peut-être de se refaire une petite santé. Ils vont être remplacés par Clépierre, décision du conseil scientifique des indices d'Euronext. Noël, vous reprenez l'avantage. 2 points pour vous dans ce quiz, 1 point pour Henri Brice et une nouvelle question pour vous, Henri Brice.
6e question, Henri Brice. Parmi ces pépites, laquelle s'est cotée en 2015? Réponse A, Blablacar. Réponse B, showroom privé. Réponse C, Sigfox. Réponse D, Uber. Réponse. Quelle pépite française est entrée en bourse en 2015? J'ai l'impression que vous avez la réponse. Absolument pas. Pas la certitude. Est-ce que vous hésitez déjà? J'en ai pas la certitude, mais vous connaissez toutes les entreprises. Blablacar, oui, on connaît. Ouais. Le partage, showroom privé, voilà, c'est le modèle de déstockage sur Internet. Sigfox, c'est les réseaux basse tension pour les objets connectés. Et Uber. Bon, qui présente Uber? Présente Uber, effectivement. Et je dirais Uber, justement. Alors, pour vous, c'est Uber qui s'est coté cette année en bourse et non, raté. Uber, ils sont encore en dehors du marché. Alors, ils n'arrêtent pas de lever de l'argent, ça c'est sûr, ça se passe très bien. Ils doivent être valorisés autour de 70 milliards de dollars, mais ils n'ont pas besoin de la bourse aujourd'hui pour lever de l'argent, pas encore. Et c'est showroom privé qui s'était coté. On en parlait tout à l'heure. Deezer n'avait pas réussi à se coter et showroom privé a réussi à rentrer sur le marché. C'était fin octobre. Alors, ils sont revenus à peu près à leur prix d'introduction. C'est vrai que ça a été un peu compliqué les premières séances. Voilà, on est autour de 19 € aujourd'hui pour le titre showroom privé. Le prix d'introduction, c'était 19,50 €. Noël mène toujours dans ce grand quiz avec une nouvelle question pour vous. 7e et dernière question pour Noël. Qu'est-ce que la BCE n'a pas le droit de faire? Réponse A, fixer un objectif de change. Réponse B, mettre en place un taux de dépôt négatif. Réponse C, racheter de la dette souveraine. Réponse D, critiquer Janet Yellen. La question banque centrale. Certains ont critiqué Janet Yellen. Qui critique Janet Yellen? Je sais pas. Ah non? À la BCE, on critique Janet Yellen? Jamais entendu. Qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire? Qu'est-ce qui ne fait pas partie de son mandat, Noël? Fixer le change si. Taux négatif, oui. Réfléchissez bien. Je réfléchis justement. Critiquer, je pense que ça n'est pas interdit. C'est pas forcément autorisé. C'est pas bien vu, mais c'est pas interdit. C'est pas interdit. Je pense que c'est racheter de la dette souveraine. La réponse C, racheter de la dette souveraine. Mais ils font que ça depuis des mois, Noël. Voilà. Le QI, le quantitative easing, la planche à billets. Non, ce qu'ils n'ont officiellement, et c'est pour ça que je vous dis attention, il faut être précis, ce qu'ils n'ont officiellement pas le droit de faire, c'est de se fixer un objectif de change. Ouais, alors officieusement, il n'y a que ça qu'ils font aujourd'hui, c'est ça Jean-Jacques, c'est leur seul objectif, même s'ils ne le disent pas. En fait, ce sont les meilleurs traders de l'euro-dollar, assez contrariants d'ailleurs. À chaque fois que l'euro-dollar monte, ils font plus de quantitative easing et quand l'euro-dollar baisse, ils se sentent moins obligés d'agir. Bon. Ça fait pas partie de leur mandat officiel. Leur mandat, c'est l'inflation, la stabilité des prix. Donc non, vous ratez le coup sur cette réponse. Racheter de la dette souveraine, ils en rachètent quoi 40 milliards, 60 milliards par mois, c'est ça Alain? 60, oui, par là. Oui. Ils ont franchi le Rubicon depuis un petit moment. Là, ils ont rejoint les autres grandes banques centrales de la planète qui, elles, font tourner la planche à billets depuis des années. La Fed qui a arrêté maintenant, mais la Banque centrale du Japon qui continue. Dernière question de cette première partie, ce quiz culture bourse pour Henri Brice. Henri Brice, 8e question. Quel événement a marqué l'année 2015 en Chine? Réponse A, libre cotation du yuan. Réponse B, fin de l'enfant unique. Réponse C, rebond de la croissance. Réponse D, annulation du plénum. Le plénum, c'est le grand rendez-vous du parti. C'est un grand raout, en fait. Oui, c'est un grand raout, une grande soirée. Oui. Voilà. On discute, on s'amuse et on décide. Réponse B, fin de l'enfant unique. Réponse B. Là, on va vérifier ça tout de suite. Effectivement, fin de la politique de l'enfant unique qui avait été mise en place en 1979. Vous n'êtes pas tombé dans le piège du rebond de la croissance. C'était pas facile, c'est pas pour cette année. Le rebond de la croissance chinoise, c'était pas en 2015. Et bien voilà, ça nous fait une égalité parfaite au terme de cette première partie de ce grand quiz. Voilà pour Culture Bourse. On va passer dans un instant à l'épreuve suivante, la suite de ce grand quiz. On parlera chiffres, mais d'abord, il est temps de vous connaître un petit peu plus. Henri Brice, votre portrait qui a été réalisé cette semaine. Henri Brice Glachan a 35 ans. Père de 2 enfants, il est consultant en système d'information. Une vie à 100 à l'heure, rythmée par la moto, l'équitation et le snowboard. Ça reste effectivement des sports, on va dire, solitaires, avec ce besoin de se surpasser. Sport extrême, boulot ou trading, la motivation de Henri Brice est la même. J'aime le risque, forcément, mais le risque mesuré. Voilà, tout ce que je fais est pesé, réfléchi. Pour garder le contrôle, Henri Brice va courir au moins une fois par semaine. Dans le trading, c'est beaucoup de stress. Dans le footing, ça me permet vraiment de décompresser, de me défouler et de penser à autre chose, d'être dans des moments de calme. Mais le smartphone n'est jamais loin. Effectivement, j'ai toujours mon portable sous la main. On me qualifie souvent de geek, mais c'est plus pour
pouvoir regarder librement, suivre l'actualité, donc être réactif à tout moment. Dominique Dubroca est elle aussi adepte du jogging. Elle travaille avec Henri Brice et elle confirme. S'il aime les sensations fortes, il sait aussi garder la tête froide. C'est un garçon réputé pour être sérieux, constant, qui s'énerve pas facilement, toujours égal à lui-même. Et cet homme quasi bionique n'en oublie pas le sens des réalités domestiques. S'il gagne, je ferai un beau cadeau à ma femme pour m'avoir supporté pendant ces 2 mois de stress à la maison. Ah bah là c'est dit, hein. Là vous aurez pas le choix. Henri Brice. Quasi bionique. Ça fait vous n'aurez très peur. pas le choix d'autre choix que de faire un beau cadeau à votre femme. Donc l'homme quasi bionique face à l'étudiant Quadra, Noël Clément face à Henri Brice Glachant, nos 2 finalistes donc de cette saison 4 des talents du trading. On va tout de suite passer à la suite du grand quiz. On parle chiffres. BFM Business, la finale des talents du trading, saison 4, le chiffre mystère. Qu'est-ce que c'est alors ? Eh ben, c'est une épreuve où chacun va devoir... C'est pas une épreuve que j'ai inventée, ça existait déjà avant, je vous entends déjà rigoler. Donc, chacun va devoir donner un chiffre le plus près possible de la bonne réponse. Ils vont l'écrire chacun sur une tablette et puis ensuite on regardera qui est le plus près. On commence tout de suite avec, comme ils sont à égalité parfaite, je tire au pif. Eh ben voilà, choisissez. Eh bien, je prends Henri Brice. Henri Brice, on commence avec vous. Première question. Il va y répondre tous les 2. Hein, donc... Ah oui, pardon. Même moi, j'ai pas compris les règles. C'est vous qui les avez créées pourtant. Oui, je sais. C'est la fatigue. Alors, tous les 2 répondent bien sûr à la première question. Quel est le plus bas niveau historique de l'euro-dollar? L'euro-dollar, on est passé partout. Hein. On a eu des envolées de l'euro face au dollar. On a eu des chutes de l'euro face au dollar. Jusqu'où on a chuté au plus bas. Donc Noël a déjà inscrit sa réponse, Henri Brice aussi. On va vous demander de retourner vos tablettes assez haut pour qu'on puisse les voir pour ceux qui nous suivent en télévision. Alors 2 chiffres, déjà 2 chiffres sous la parité. Effectivement, il faut se souvenir que l'euro-dollar, à certains moments, a été sous la parité. Alors, a priori, c'est Noël qui va remporter ce point puisque le plus bas de l'euro face au dollar, c'était 0,8225. Donc moins d'$, évidemment. 0,8225. Dans le jury, vous avez joué, qui avait trouvé? Depuis le début, il a tout bon, alors. C'est Alain. Non, j'avais raté EDF parce que tu as dit qu'il y avait un piège. Je vous ai dit qu'il y avait un piège, donc j'ai mis autre chose. D'accord. Bon, c'est pas grave. Là, vous ne serez pas le gagnant de cette année. Vous n'aurez pas 20 000 €. Bon, en tout cas, c'était le 26 octobre 2000. On était en plein dégonflement de la bulle Internet, messieurs, c'est ça, 26 octobre 2000. C'était le plein dégonflement de la bulle Internet. C'était le bon temps. Donc c'était quoi? Le dollar qui jouait un rôle de valeur refuge à l'époque? C'est comme ça qu'il faut comprendre la force du dollar, on ne se souvient plus. Oui, c'était l'époque où la Réserve fédérale montait les taux. Ah, oui. Et donc le dollar était beaucoup plus rentable que les autres devises. Et ça a conduit à une tendance très forte d'appréciation du dollar. Ça montre qu'il y a de la marge. Aujourd'hui, tout le monde se met à nouveau à parler de la parité avec la divergence entre la Banque Centrale Européenne et la Réserve Fédérale Américaine. Donc un point supplémentaire pour vous, Noël, dans ce quiz. Vous menez 3-2 et une nouvelle question. Et une question difficile, c'est Grégoire qui l'a écrit. Quel est le dernier chiffre d'inflation au Brésil sur 12 mois? Je vous demande le chiffre de novembre. C'est un des pays où il y a le plus d'inflation au monde, un des grands pays où il y a le plus d'inflation au monde aujourd'hui. Comme on est à la recherche de l'inflation, vous savez, c'est un peu la cause perdue en ce moment sur la planète. Il y a quelques pays qui ont des problèmes d'inflation, il faut se le rappeler. Donc l'inflation sur un an, le dernier chiffre, c'est celui du mois de novembre. Donnez-nous quelque chose entre 0 et 1000, quoi. Oui, voilà. Alors, retournez vos tablettes un peu plus haut pour qu'on voit bien. Oula, il y a des gros chiffres. Alors, 15% pour Noël et vous dites 25%. Qui dit mieux? 25%, c'est quand même énorme. Hein. Là, bon, il y a le Zimbabwe après, mais là, le Brésil, non. Le Brésil, on est plus proche de 15%. C'est vous qui remportez à nouveau ce point. 10,48% précisément d'inflation sur le mois de novembre. Ah, je vois que Alain fait la moue. Vous l'avez raté, celui-là, Alain Pitous? Très peu. Et juste pour vous donner une idée quand même alors, le problème du Brésil, c'est qu'ils sont en pleine récession avec cette surinflation et donc des taux directeurs qui ne sont pas du tout accommodants pour le coup, puisqu'on est à plus de 14% de taux directeurs. Ah bah voilà, c'est ça, j'ai confondu avec les taux directeurs. C'est ça. Bon, ça fait du rendement, on cherche du rendement de partout là. Le Brésil, non, c'est pas un bon rendement risque là. Il faut couvrir le réel et ça revient aussi cher que de pas le faire en fait. Bon, enfin voilà, donc pays quand même qui est pas sorti de l'ornière et ça risque d'être compliqué encore pour 2016 pour le Brésil. Donc vous marquez un nouveau point, Noël, là vous prenez un petit peu d'avance, 4-2
pour vous face à Henri Brice. Il reste 3 questions pour tenter de vous refaire dans ce quiz, Henri Brice. Une vraie question trader, hein, cette fois-ci. Quel a été le plus haut niveau du CAC 40 en clôture cette année? Réfléchissez bien, messieurs. Refaites-vous le film de l'année. Le CAC en clôture, le plus haut cette année. Je vous aide, c'était plutôt en début d'année. Quel a été le plus haut niveau du CAC 40 en clôture cette année? Il vous reste quelques secondes. C'était au début d'année, c'était au mois d'avril, souvenez-vous, hein, là tout allait bien, il n'y avait pas de problème, c'était l'alignement des planètes, tout montait d'un coup, ça se faisait de manière très linéaire, sans volatilité, voilà, on a l'impression que c'est très très loin, hein, mais c'était voilà, à l'époque, au mois d'avril, enfin sur les 3-4 premiers mois de l'année, ce qui s'était passé. Messieurs, est-ce que vous avez eu le temps d'inscrire votre réponse? Allez, je vous laisse retourner vos tablettes. 5230 pour Noël, 5195 pour Henri Brice. Bravo Noël, hein. C'est à nouveau vous qui remportez ce point. Alors, vous n'êtes pas tout à fait sur le chiffre précis, mais quand même pas mal, hein. Vous dites quoi, messieurs? Tiens, je vais essayer de vous tester là, messieurs. Alors, Alain, vous qui avez toutes les bonnes réponses depuis le début. Là, j'étais plutôt comme Henri Brice. Donc, moins de 5002. Ouais, juste donc, un petit peu en dessous. Bon, c'est au-dessus de 5002, évidemment. Julien. Même chiffre que Noël. Donc, 5230, pas mal. Et Jean-Jacques. 5200, pile. Le plus haut en clôture, 5268,91. Voilà, ça c'était au cas où vous étiez sur le même chiffre tous les deux. Et c'était atteint le 27 avril dernier. Et depuis, effectivement, c'est un niveau qu'on n'a pas retrouvé. Vous marquez un nouveau point, Noël, bravo, hein. Vous avez 3 points d'avance désormais sur Henri Brice, 5-2 et 2 questions encore dans ce grand quiz et ce chiffre mystère. Alors. Une question Fed. À quel niveau était le taux directeur de la Fed lors de la dernière hausse en 2006? Alors, la dernière hausse, c'était cette semaine, mais le dernier vrai cycle de hausse de taux, il s'est terminé en juin 2006. Ça avait commencé 2 ans avant, en 2004. Donc c'est la dernière fois qu'on a eu un vrai cycle de hausse de taux aux États-Unis. Alors après, les taux ont été mis à zéro évidemment en décembre 2008 avec la crise financière. À combien est-ce qu'on était monté au plus haut? Le gong est terminé. Pour les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. Comme pour le Brésil, un chiffre entre 0 et 1000. Avec une virgule. Hein. Bien sûr. Soyez précis, messieurs. Alors, je crois que Noël a eu le temps d'inscrire une réponse. Henri Brice, vous avez terminé. Levez bien haut. Je vous laisse retourner vos tablettes, messieurs. Ah là 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 là, 5,25%, c'est ça qu'il faut lire, Noël? Ouais, c'est exactement le bon chiffre. Hein. C'était exactement ça. 5,25%, là vous avez trouvé le chiffre mystère. Bon, 2,5, on était monté beaucoup plus haut. Hein. C'est vrai que 5,25% de taux aux États-Unis, ça nous paraît aujourd'hui, ça nous paraît très très loin. Hein. C'est plus l'objectif, ça, Jean-Jacques. Ah ben, vu que on n'y reviendra plus. L'inflation en ce moment est à 0 aux États-Unis, ouais. Et l'inflation cœur est à peine à 2%. L'inflation moyenne ces 5 dernières années, c'était 1,5%. Donc oui, vu les difficultés des pays émergents, vu les difficultés qu'a le marché financier à encaisser la hausse du dollar, les hausses de taux semblent lointaines. Bon, 5,25%, ça on va dire que c'était dans l'ancien monde, on le reverra plus ça, non, je dirais pas ça. Ah non, c'est pourquoi pas, mais c'est vrai que s'ils le font trop rapidement, il va y avoir un peu de dégâts, je pense. On n'aura pas le temps d'aller jusqu'à 5,25%, qu'on sera obligé de faire marche arrière. En tout cas, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Hein. Pour l'instant, on est passé de 0,25 à 0,50. Hein. Donc on est encore très très loin des 5,25% qu'on avait en juin 2006. Nouveau point pour vous, Noël. Et on va dire, allez, dernière question pour le panache, messieurs. Combien l'OPEP compte-t-elle de membres? Combien l'OPEP compte-t-elle de membres? Le cartel des pays producteurs de pétrole, et qui pour l'instant n'a pas tellement décidé de réduire sa production, hein, pour tenter de stabiliser les prix. Enfin, c'est surtout l'Arabie Saoudite qui évidemment mène ce cartel, qui pour l'instant ne veut pas céder, notamment face à l'industrie du gaz et du pétrole de schiste aux États-Unis. Hein. C'est un bras de fer qui coûte très très cher. Combien de membres au sein de l'OPEP, messieurs? Votre réponse, je vous laisse retourner votre tablette. Alors Noël a répondu, Henri Brice retourne sa tablette. On a 15 pour Noël, 13 pour Henri Brice. Eh bien Henri Brice, bravo, vous terminez avec panache ce grand quiz, puisque c'est exactement ça. La bonne réponse. 13 membres au sein de l'OPEP, l'OPEP qui vient de réintégrer
l'Indonésie. Bon, on fait le compte de ce grand quiz. Il n'y a pas photo. Noël, c'est vous qui remportez cette épreuve avec 5 points contre 3 pour Henri Brich. Une deuxième étoile donc dans cette finale pour Noël Clément. Deuxième étoile pour Noël. Bon, bah, bravo à vous Noël. Vous menez donc dans cette finale 2-1. Rien n'est perdu puisqu'il y a encore 3 étoiles à distribuer en Rébris avec l'épreuve reine de cette finale. Reine, ouais. Les scénarios. BFM Business, la finale des talents du trading, saison 4, les scénarios surprises. Alors, c'est pas les scénarios noirs, on connaît le concept de scénario noir sur les marchés, les signes noirs, même précisément les Black Swans, ces événements imprévisibles qui peuvent venir perturber très fortement quand même les scénarios d'investissement. Le chef économiste de Saxo Bank, d'ailleurs, chaque année livre ses prédictions de scénarios improbables. Ils ont été sortis récemment. Nous, on a fait les nôtres. Enfin, vous avez fait ceux de cette finale. Alors, vous avez pensé à des scénarios improbables? Absolument, moi et toute l'équipe d'Intégral Bourse, on est extrêmement nombreux. On a effectivement inventé des scénarios qui ne sont pas noirs et qui sont absolument improbables, en tout cas pas à court terme. On va vous les présenter. Pas des scénarios catastrophes. Non, c'est pas des scénarios catastrophes. Et après, Noël et Henri Brice, vous devrez nous donner votre scénario de marché, la manière dont vous interprétez sur les marchés ce qu'on va vous présenter, et le jury vous questionnera pour vous demander exact ce qu'il veut, si c'est bien joué de votre part, et vous poser toutes les questions qu'il veut. Donc vous inventez votre propre scénario de marché après la lecture des scénarios, et ensuite le jury vous questionnera, ils donneront une étoile chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne réponse, il faut bien comprendre, c'est votre argumentation, la pertinence de votre argumentation qui sera jugée par les membres du jury. C'est des scénarios qui changent structurellement la donne, c'est pas juste des petites opportunités tactiques, c'est des changements profonds, fondamentaux là, qui changent complètement le paysage d'investissement qu'on a aujourd'hui. On vous propose 2 scénarios. Noël, vous allez pouvoir choisir en premier le scénario de votre choix. Donc le premier scénario s'intitule Eurolove. Le deuxième scénario s'intitule Chinese Dream. Vous avez une demi-seconde pour faire votre choix, Noël. La première? Le premier, Eurolove. Eh ben, on va tout de suite découvrir ce qu'est l'Eurolove. Bonjour à tous, je me permets de prendre l'antenne exceptionnellement dans les talents du trading pour parler d'un sujet brûlant puisqu'il s'agit de l'entrée dans la zone euro de l'Angleterre, et je me trouve avec une personnalité de choix, la reine d'Angleterre. Ma reine, bonjour. Merci infiniment de vous être déplacé jusque sur le plateau de BFM Business. Alors, je tiens à signaler simplement pour ce rapprochement franco-britannique que j'ai pris le shootel. Vous avez pris le shootel dans la gueule? J'ai pris le shootel dans la gueule, parce que j'ai mis ma tête à la fenêtre. Merci beaucoup. Alors donc, David Cameron avait promis aux Anglais une sortie... Cameron, oui, je le connais. Bien évidemment, promis une sortie de la zone euro à l'orée 2017. Et alors là, patatras badaboum, qu'est-ce qui se passe? Revirement de situation, vous avez décidé l'inverse, c'est-à-dire de rentrer. Parce que je suis un peu la patronne, c'est moi qui décide si on repeint les murs en fuchsia ou si on descend les vins à la cave. Alors en l'occurrence là, nous avons pris une position très claire, après tout ce qui s'est passé au mois de novembre en France, c'est de nous rapprocher de l'Europe, de nous rapprocher des Français. Donc nous allons rentrer dans la zone euro. J'en ai parlé à David, je lui ai dit écoute, on laisse tomber la sterling parce que là, de toute façon j'ai pas mes lunettes et quand on arrive chez le primeur, je sais pas si c'est des euros ou si c'est des pondes, puisqu'on dit des pondes. Voilà. Et donc là, attention, tous les Anglais en direction de l'Europe. Oui, c'est important, nous allons communier, si vous voulez. C'est une très très belle initiative. Il paraît, on a entendu, je ne sais pas, il va falloir confirmer les sources, que la famille royale se mobilise également. Sans exception. Tout ce qui est enfants, animaux domestiques, domestiques, tout ce qui est whisky, scotch, Scotland bien évidemment. Donc, vive l'entrée de l'Angleterre dans la zone euro. Si je devais terminer, je dirais bravo ma reine. Et surtout, très joli collier de perles. Oui, mais c'est pour vous, Christian. Voilà. Regardez, balance des perles. C'est formidable. C'est pour une reine, c'est pas... Je rends l'antenne tout de suite et je en profite pour manger quelques perles. Merci beaucoup. Voilà, donc
Donc derrière le scénario un petit peu burlesque, l'idée c'est que la Grande-Bretagne décide de rentrer dans la zone euro. Noël, vous avez 3 minutes pour nous dire comment vous mettez en place une stratégie sur les marchés. Et vous allez l'expliquer au jury, parce que le jury derrière va vous challenger, va tester votre scénario. Donc voilà, j'espère que vous avez réfléchi à quelques idées. Qu'est-ce que ça pourrait impliquer évidemment, je sais pas, politiquement, économiquement bien sûr, et qu'est-ce que ça impliquerait en termes de stratégie d'investissement pour vous. Noël, vous avez 3 minutes. Donc on peut supposer que si l'Angleterre rentre dans la zone euro, forcément donc elle va adopter l'euro et aussi donc elle va peut-être aussi intégrer la zone Schengen, puisque c'est pas le cas. Il se peut également donc qu'il y ait beaucoup plus d'échanges, même s'il y en avait déjà beaucoup aujourd'hui. Et donc le premier échange qui me vient donc à l'esprit, c'est forcément le tunnel sous la Manche avec Eurostar et Eurotunnel en l'occurrence. Et le Shuttle. Et le Shuttle. Et donc on peut imaginer donc qu'il y ait donc un grand développement donc à ce niveau, un grand partenariat et que un investissement intéressant donc pourrait être fait donc sur la base donc d'Eurotunnel. C'est la première idée. Eurotunnel. Voilà. Pas bête. La deuxième idée, c'est que les investissements qui se font aujourd'hui donc se font donc au travers de la livre avec le truchement donc de la devise euro-livre. Là, peut-être qu'il y aurait une facilité d'investissement justement pour les Européens en Angleterre et vice versa. Donc, on pourrait donc imaginer sur le plan donc de l'immobilier, donc qu'il y ait un développement donc qu'il se fasse sur le territoire anglais et également faciliter les entreprises anglaises donc de venir s'installer du point de vue immobilier donc en France. Et également, même s'il n'y a pas d'industrie, puisque la première industrie anglaise elle est essentiellement financière, on peut imaginer qu'il y ait aussi donc des idées donc qui puissent se développer, surtout sur le plan donc touristique, puisque les Anglais sont très très intéressés par la France, ils sont amoureux de la France du point de vue touristique, et on pourrait aussi développer donc au travers donc d'entreprises. Donc peut-être qu'il y aurait plus de facilité pour Accor notamment. On a parlé de Klépierre qui va donc rentrer dans le CAC 40. C'est peut-être aussi une entreprise qui pourrait également tirer... Et donc, grande foncière qui gère des centres commerciaux. Tout à fait. Et donc de développer donc, en partenariat donc, avec les nouveaux acteurs anglais qui viendraient donc, en Europe. Donc je résume, là, pour être concret, donc Eurotunnel, oui. Accor, Klépierre pour jouer le tourisme et oui. L'immobilier aussi au Royaume-Uni, c'est ça Voilà, donc par exemple, donc, on pourrait imaginer donc, qu'il y ait des entreprises qui puissent plus facilement donc, se développer, comme Vinci, comme Eiffage, qui pourraient donc travailler beaucoup plus facilement donc, en Angleterre. C'est pas facile de réagir à chaud quand même par rapport à un scénario qui n'est pas du tout ce qu'on prévoit aujourd'hui, puisque le débat c'est plutôt de savoir s'ils vont quitter l'Union européenne. Messieurs, votre réaction et puis surtout vos questions là sur le scénario de Noël, si vous voulez en savoir plus. Jean-Jacques. Alors, vous avez très bien réagi sous l'angle microéconomique en proposant des sociétés, et sous l'angle macroéconomique, qu'est-ce que vous pensez de ce scénario? Alors sur l'angle macroéconomique, on pourrait imaginer qu'il y ait encore plus de partenariats donc, au niveau politique, au niveau partenariat, au niveau peut-être aussi vis-à-vis des migrants, puisqu'on en parle beaucoup. C'est quelque chose qui a marqué énormément cette année, qui fait beaucoup débat donc, entre l'Europe et l'Angleterre, et on pourrait donc chercher justement des solutions donc, de ce point de vue-là. Donc c'est au niveau donc, plutôt humanitaire. Au niveau de la macroéconomie, on pourrait imaginer qu'il y ait donc un vrai programme entre l'Angleterre et le reste de l'Europe qui devrait donc effectivement faire une unité et donc de faire en sorte donc qu'il y ait moins de difficultés justement donc à intégrer l'ensemble des personnes qui intègrent l'Europe, qui en fin de compte devraient apporter donc un surplus économique qu'aujourd'hui donc qui apporte plus des problèmes. Surplus de croissance, on va dire, aussi, à cette nouvelle zone euro qui intégrerait le Royaume-Uni. Le fait d'avoir un afflux donc, de nouvelles personnes donc permettrait donc d'apporter de la jeunesse pour les retraites donc des Européens. Julien Nebenzal, une question à votre tour et puis on terminera ensuite avec Alain et on découvrira après le scénario d'Henri Brice. Julien. Une question financière. Vous avez indiqué que l'industrie financière anglaise était très développée. Qu'est-ce que vous pensez comme conséquence justement sur l'industrie financière anglaise et pourquoi pas en même temps européenne de l'entrée donc de la Grande-Bretagne dans la zone euro? Et au moment de l'annonce de cette entrée,
que pensez-vous que l'euro va faire? Est-ce que vous pensez que l'euro va plutôt s'apprécier ou se déprécier et pourquoi? J'ai envie de savoir ce que ça donne sur les devises. Une devise qui est aujourd'hui donc une place importante au niveau de la livre sterling vis-à-vis de toutes les autres monnaies. Le fait qu'elle vienne intégrer l'Europe devrait apporter donc une masse monétaire qui me semblerait donc importante et qui permettrait d'avoir donc un impact encore plus important donc au niveau international. Aujourd'hui, l'euro donc n'est pas la monnaie internationale, c'est le dollar. Peut-être qu'effectivement, donc avec le renfort de la livre sterling, pourrait très bien donc devenir une monnaie vraiment de référence et qui permettrait donc d'échanger non plus aujourd'hui le pétrole en dollars mais en euros. De la même manière que Airbus devrait plutôt maintenant être vendu aussi, si ça se passe, en euros et non plus en dollars, puisque c'est ce qui se passe. Et donc on pourrait donc comme ça faire peut-être un switch entre le dollar et l'euro. Alain, votre question. Votre question à donc renforcer l'euro, d'accord. Et est-ce que vous pensez que l'économie anglaise, enfin c'est un peu, ça rebondit par rapport aux deux questions précédentes, c'est l'Europe, c'est aussi pas mal de contraintes. Et l'économie anglaise a traversé la crise grâce au fait qu'elle a un peu moins de contraintes, et en particulier un déficit budgétaire qui a été assez longtemps hors des problématiques et des contraintes des 3%, et l'industrie financière est hors contrainte aussi de la zone euro. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être un élément négatif pour l'Angleterre, pour l'économie anglaise, que ça pourrait être un élément récessif pour elle? Là, vous parlez du pacte de stabilité, oui, entre autres, qui pose un problème. On a vu que... C'est pas 3% de déficit au Royaume-Uni. Ah non, ils sont loin de là. Ah bon, on a vu tout de suite. On a vu que Bruxelles a fait une inflexion au niveau de son discours vis-à-vis du pacte de stabilité, notamment après les événements donc, de novembre. On peut supposer que le fait que l'Angleterre vienne justement donc, en Europe et qui aurait donc une toute autre vision vis-à-vis du pacte de stabilité pourrait faire évoluer donc les mentalités, notamment donc le pacte, le pacte européen. Les institutions européennes pourraient donc effectivement donc aller dans le sens de l'Angleterre qui elle donc aurait sa voix à donner. Et on peut supposer que même si on ne va pas tirer un trait sur le pacte de stabilité, on pourrait donc effectivement lui donner un peu plus de souplesse et permettre au pays donc de pouvoir un peu plus respirer de ce côté. Juste sur une boutade, en fait. Allez-y pour une boutade, on a le temps. Non, en fait, on est devenu la livre, en fait. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça. C'est plus simple. Ça serait plus simple dans ce sens. C'est la transformation de l'euro en livre. C'est comme le pouvoir que représenterait le Royaume-Uni au sein de la zone euro. Comme l'euro aujourd'hui et le Deutschmark, en définitive. C'est au tour d'Henri Brice. Maintenant, il n'a plus le choix et il doit prendre Chinese Dream. On découvre son scénario. S'il vous plaît, là, j'interromps les talents du trading pour une information très importante, une information capitale. La Chine s'ouvre au monde. Et pour cela, je reçois M. Xi Jinping, que je vous appellerai Christian, ce sera plus simple, de toute façon il y a un bandeau en bas. Voilà. Donc la Chine s'ouvre au monde. Donc vous en arrêtez, si vous voulez, avec la politique de la natalité de l'enfant unique. Donc, plus d'enfants uniques. Très bien. Des enfants doubles, des enfants triples. Oui, mais excusez-moi de vous interrompre. Donc vous voulez aller plus loin. C'est une politique qui va plus loin. Ah oui. C'est donc une politique démocratique. Oui, c'est-à-dire une politique qui va au-delà de la Chine, c'est-à-dire qui va vers le monde, qui s'ouvre. On a ouvert la grande muraille par terre. Oui, très bien. Pourquoi? Parce que ça y est, on peut venir à nous et nous aller vers les autres. Donc je vous interromps parce que si je comprends bien, donc vous voulez aller vers des élections démocratiques. Donc, oui, alors de l'urne. De l'urne partout en Chine. Les gens vivent dans des urnes, dans des isoloirs, et on va faire de l'élection en veux-tu, en voilà, quasiment tous les jours, de manière à ce que, enfin, les Chinois se sentent investis dans la vie politique, la vie quotidienne, démocratique, et ça y est. Économique. Et donc, alors, qu'est-ce que vous faites de vos grands patrons? Alors, les grands patrons, parce que effectivement, nous, on a des entreprises qui fonctionnent pas mal, etc. On a du top level au niveau du patron. On les enlève. Quand ça va pas, quand on sent attention il y a un danger, on enlève le patron et qu'est-ce qu'on fait? On le replace. Ah ouais. Et voilà. On l'enlève. Voilà, très bien. Et on le replace, voilà, comme ça. Très bien. Donc j'ai envie de vous dire, monsieur Christian, parce qu'on s'appelle Christian, donc la Chine s'ouvre à la démocratie. Ça y est. C'est fait. Ça y est. Alors oui, il nous aura fallu un petit peu de temps. Pas tant que ça. Non, combien plusieurs dizaines d'années. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas content? Ben si. Et je peux vous poser une petite question. Pendant la COP 21, vous étiez au Sofitel? Non, moi au Bourget, mais j'étais derrière, moi, dans la zone industrielle. Très bien. Merci Christian. De rien. Et à bientôt. Et comme on dit chez vous, Voilà. Également, on peut dire au revoir. Merci.
Voilà, on remercie Sorène Prévost et Philippe Lelièvre pour cette interprétation absolument exceptionnelle. Absolument, ce ne sont pas les vraies. Interprétation exceptionnelle du président chinois et de la reine d'Angleterre qui sont absolument délicieuses. Un vrai sosie, il y avait un budget costume très très important. Henri Brice, on l'aura compris, la Chine va s'ouvrir. En tout cas, on imagine qu'elle va s'ouvrir et organiser des élections démocratiques. L'ensemble du pays s'ouvre, notamment aux investissements étrangers. Quel impact sur les marchés selon vous? Vous avez 3 minutes. Alors, je pense que ce serait positif, déjà. Ça permettrait encore plus de croissance pour la Chine, ce qui lui ferait pas de mal en ce moment, pour repartir un petit peu. Et puis, je pense notamment que j'essaierai d'investir sur des sociétés de grande distribution, qui pourront enfin pénétrer la Chine, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir et des sociétés hôtelières également, pour pouvoir investir en Chine et créer des entreprises, il faut obligatoirement des joint ventures, si je ne me trompe pas. On peut pas s'installer, créer des sociétés librement en Chine. Donc, je pense qu'il y a un énorme marché qui s'ouvrirait sur ces filières-là, et puis également des sociétés qui pourraient produire, monter des usines en Chine pour être maître des chaînes de production et ne plus avoir à pâtir des chaînes de sous-traitance. Pour vous, ce serait un scénario positif, effectivement. Donc je résume, on va dire les grands acteurs européens ou américains de la grande distribution, de l'hôtellerie, et puis la production, tout ce qui tourne autour de la production industrielle en Chine. Bon, évidemment, c'est des scénarios de très long terme. Hein. C'est pour ça que c'est difficile d'élaborer. C'est déjà des pistes intéressantes, Alain. Là. Qu'est-ce que vous pensez de ce que nous propose Henri Brice par rapport à ce scénario, évidemment, qui paraît aujourd'hui impensable, mais qui arrivera peut-être à terme, et sur les implications de long terme que ça peut avoir. Effectivement, donc Henri Brice a parlé de la Chine et l'impact positif que ça pouvait avoir. Après, je pense qu'il faut décliner le reste. C'est les autres pays. Enfin, est-ce que ça a un impact sur le monde? Est-ce que ça joue sur les devises, sur les taux? Quelle est votre vision un peu sur cette... Oui, forcément. Alors, comme je pense que ça amènerait de la croissance en Chine, effectivement, ça donnerait un peu de force au yuan et forcément une baisse des autres devises, notamment le dollar, qui aujourd'hui est une des monnaies de référence pour les couvertures. Donc je pense que le yuan pourrait s'apprécier forcément et le dollar se déprécier. Tout serait libéralisé, hein, évidemment, c'est ce qu'on imagine. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. Oui, on vous donne un point de départ et voilà, on essaye d'élaborer autour de ça. Julien. Le prolongement de la question d'Alain, quelle serait la conséquence pour la Corée et le Japon de cette décision d'élection démocratique en Chine? Alors, effectivement, comme ce sont des pays proches, ça peut être à la fois des opportunités pour eux, mais je pense que de façon plus macro, les investisseurs pourront enfin se tourner vers la Chine, et ce qui fera défaut à la Corée et au Japon. C'est vrai que la grande question, c'est de savoir l'impact aussi pour le reste du monde, parce que c'est vrai que ça paraît être un scénario positif pour la Chine. Est-ce que ce sera positif pour tout le monde? C'est la question. Alors Jean-Jacques, vous, qu'est-ce que vous avez envie de savoir là sur le scénario qui est en train d'élaborer Henri Brice? Au niveau des actifs mondiaux et notamment des actifs européens, quels pourraient être les impacts sectoriels sur les actions ou les impacts sur les actions européennes? Est-ce que vous auriez quelques titres à recommander? Ouais, justement, comme je disais en début, je pense que des grandes entreprises françaises comme le Club Méditerranée, Peugeot, Renault, Carrefour pourraient être des sociétés qui pourraient vraiment bénéficier de cette ouverture. Club Med, ils sont plus cotés, mais c'est pas grave, on comprend l'idée. Enfin voilà, c'est ça, les grandes sociétés touristiques françaises. Ça fait un accord, en l'occurrence. Bon, messieurs, il nous reste quelques instants. Vous avez envie d'en savoir plus? Juste une dernière vision. Est-ce que, selon vous, ça aurait un effet sur la volatilité, puisque ça serait moins contrôlé? Donc aujourd'hui, il y a une forme de contrôle de l'économie chinoise. Est-ce que ça ajoute ou pas de la volatilité sur le reste des actifs après? C'est une bonne question. À laquelle personne n'a jamais réfléchi, hein, parce que... C'est pas facile. Bravo, Laure, pour ça. Merci, je suis surpassée. Non, je pense que
ça pourrait effectivement apporter un peu de volatilité au moins au début pour des questions d'arbitrage. Après, je pense que sur du long terme, c'est ma vision plus compliquée à identifier. Bon, messieurs, il nous reste quelques instants. Alors, si on sort des scénarios surprises sur lesquels on les a entendus, nos deux candidats finalistes, une question peut-être d'ordre plus général, si vous avez envie d'en savoir plus, question qui peut concerner leur aptitude de trader, leurs compétences. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Parce que vous allez bientôt devoir remettre chacun votre étoile. Donc il y a encore 3 étoiles à décerner pour Henri Brice ou pour Noël. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir de plus, Julien? Ce que j'ai envie de savoir de plus. On commence à les connaître, hein, ça fait 2 mois qu'on les suit. On a plus de questions. Oui. La question peut-être qui m'intéresserait pour Henri Brice, c'est de savoir si les opérations qu'il a faites pendant la compétition sont conformes à ce qu'il fait habituellement dans son trading. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais comprendre, si ce qui a été fait est vraiment la pratique habituelle de votre côté. Jusqu'à la phase, jusqu'aux 3 derniers jours, on va dire oui, dans la plupart des cas. Maintenant, il y avait quand même des contraintes complémentaires qui n'existent pas en temps normal, qui sont le temps. Là, on devait faire, toutes les semaines, il y avait un éliminé, donc il fallait faire de la performance sur 4 jours. Et puis à chaque fois, même si on conservait le même portefeuille, à chaque fois, repartir de zéro. Et puis on était en même temps sur des marchés très volatiles, donc dont la tendance changeait vraiment quasiment toutes les semaines. Donc j'étais obligé de revoir ma stratégie à chaque fois. Donc pour cette raison, j'ai pris des positions, on va dire, qui sont aussi conjoncturelles, qui sont de très court terme. Voilà, donc j'ai pas fait sur du long terme, ce qui n'est pas forcément une technique habituelle. Voilà, donc j'étais obligé de faire plus d'allers-retours que d'habitude. C'est le contexte marché. Donc, mais c'est vrai que j'ai essayé quand même de garder un style qui me correspond, puisque le trading, faut trouver la façon de faire qui colle avec sa psychologie, parce que c'est énormément de psychologie. Et je pense avoir trouvé la mienne, et c'est celle-là. Donc oui, en réalité, je fais à peu près le même style de trading. Maintenant, le temps est venu perturber ce fonctionnement. Et puis sur la finale, donc comme Noël avait de l'avance, j'ai voulu forcément le rattraper. À un moment, vous étiez vraiment au milieu de la semaine, là vous étiez vraiment... mercredi, j'étais à 30%, Noël devait être à 35%, donc j'étais vraiment très proche de lui. Mais il me manquait ces 5 petits pourcents pour passer devant. Donc là, j'ai essayé vraiment d'augmenter le levier. Ce que j'avais mis justement dans mon analyse de début de semaine, c'est que je prendrais ce risque. Et le problème avec le levier, c'est que c'est quelque part un peu du qui tout double, quoi. Le levier, à un moment, on le paye forcément. Et donc, pas de bol, sur les dernières 12 heures, on va dire, les marchés ne se retournaient pas dans le sens où je l'envisageais. Et c'est là où j'ai dégradé fortement, on va dire, ma performance qui était à 30%, qui a fini à 9%, voilà, sur les quelques dernières heures. Donc ça correspond pas à mon style de trading, parce que justement, sur les 9 semaines, j'ai essayé à chaque fois de faire du gain petit mais régulier avec de la performance au final qui paye, et ce qui a été complètement perturbé avec ce changement de technique sur les quelques dernières heures. C'est vrai que on a compris effectivement que l'ambiance de la compétition, parfois ça met de la pression supplémentaire, une pression comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on n'a pas forcément quand on gère son portefeuille en compte réel, en dehors de toute pression de compétition. Alors très rapidement Alain, parce qu'on va marquer une pause et il va falloir vous décider ensuite. Noël, vous avez une politique de gestion qui ressemble plus à un gérant qu'un trader pour pas mal d'aspects, et juste pour ma gouverne, votre ambition, ça serait plutôt de vous orienter vers un poste vers la gestion ou vers le trading en compte propre? Plutôt vers de la gestion. Même si le trading on en fait à un moment donné, toujours, vous en faites aussi je pense. Oui, bien sûr, vers la gestion, parce qu'elle me semble plus musclée. Bon, gestion qui implique évidemment sans doute peut-être des positions stratégiques de long terme. Le trading, il y a une grande approche tactique, pragmatique, mais voilà, il y a tout est importante. Exactement. Importante. Voilà. Le point d'entrée, le market timing, tout ça, ça fait partie effectivement du savoir-faire sur les marchés. Messieurs du jury, il va falloir prendre une décision. On va vous laisser quelques minutes pour le faire. Dans quelques minutes, on connaîtra le grand gagnant de cette finale et de cette saison 4 des talents du trading. Henri Brice Glachan, Noël Clément qui sont nos 2 finalistes. On marque une pause. On se retrouve dans un instant. BFM Business, la finale des talents du trading, saison 4. BFM Business, les talents du trading, saison 4 avec Saxo Bank. La finale, présentée par Laure Closier et Grégoire Favet.
Et oui, dernière partie de cette finale de cette saison 4 des talents du trading. Dans quelques minutes, on va connaître le grand gagnant cette année qui, d'Henri Brice ou de Noël, remportera cette compétition. Laure, évidemment, il y a le prestige de remporter la compétition et la finale des talents du trading. Il y a aussi des gains. Il y a aussi des gains, mais c'est accessoire finalement, Grégoire. En plus, c'était sympa de se rencontrer, n'est-ce pas, Noël? Bien sûr. Alors en fait, on va quand même gagner quelque chose. Pierre-Antoine Dussoulier, vous êtes le président de Saxo Bank France, le sponsor qui nous a accompagnés pendant toute la compétition. Alors qu'est-ce qu'on gagne? Bien sûr. Alors, on gagne des super cadeaux, on gagne un petit casque, comme ça. C'est sympa, voilà. Ils sont contents. Un petit casque pour tout le monde. Un petit casque et puis des petits crescendo. Voilà. Oui. Et des petites vestes aussi, mais signées. Le casque et les vestes sont signés par Romain Grosjean. Romain Grosjean, bien sûr. Mais on gagne pas que ça aussi. Donc le gagnant, on ne sait pas encore qui c'est, mais le gagnant va gagner 20 000 € sur un compte de trading Saxo Bank. Et le deuxième, qui est quand même allé assez loin dans la compétition, va gagner 5 000 €. Et un casque et une veste. Et enfin, les deux ont une veste et le casque, c'est que pour le gagnant. D'accord, très bien, ça vaut le coup. Casque de F1, la veste de F1 de Romain Grosjean, plus les gains, 20 000 et 5 000. Messieurs du jury, je me tourne vers vous. Voilà, l'heure est grave. Alors, je rappelle quand même que Noël a 2 étoiles d'avance. Vous allez chacun distribuer une étoile au candidat de votre choix, celui qui vous a convaincu, alors à travers la compétition, mais aussi à travers cette finale. Donc, rien n'est perdu pour vous, Henri Brice. Il y a encore de l'espoir puisque cette finale se joue en 5 points. Je vais commencer par vous, Jean-Jacques Ohana. Quel est, selon vous, le candidat qui mérite de remporter cette finale de la saison 4 des talents du trading? Noël, selon moi. Noël Clément qui remporte ainsi sa 3e étoile et qui va donc être le grand vainqueur de cette finale et de cette saison 4 des talents du trading. Pourquoi Noël, Jean-Jacques? Il a été assez précis dans ses réponses. Les 2 questions étaient très complexes, mais j'ai trouvé qu'il avait... Les réponses au scénario, c'est ce qui vous a convaincu? Oui, clairement. Ça a été tout de suite des réponses qui ont été orientées sur la microéconomie la microéconomie et les sociétés. Pour moi, elles étaient pertinentes. Les 2 candidats, finalement, ont manqué de recul pour passer de la macroéconomie vers la microéconomie, c'est-à-dire faire une analyse top-down, mais une analyse bottom-up était tout à fait acceptable et judicieuse. Et on rappelle le scénario que vous avez eu, l'entrée dans la zone euro du Royaume-Uni. On va poursuivre ce tour de table. Julien, quel est le candidat qui vous a le plus convaincu et qui mérite selon vous de remporter cette finale? Eh bien, même résultat, Noël, pour ce qui me concerne. Noël qui remporte ainsi sa 4e étoile, un grand gagnant, on le rappelle, du coup de cette saison 4 des talents du trading, puisque Alain Pitous, vous n'allez pas pouvoir inverser la tendance avec votre seule étoile. Vous n'avez qu'une étoile chacun à décerner. Je l'ai donné à Noël aussi, du tout. Vous la donnez aussi à Noël. Bon, l'unanimité, c'est la première année que ça arrive. Unanimité donc pour vous, Noël Clément, 5 étoiles, et vous remportez cette finale et surtout cette saison 4 des talents du trading. Un mot quand même, messieurs, d'Henri Brice, parce que c'est pas facile, je trouve. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a une unanimité parfaite. Mais je trouve que Henri Brice a loin d'avoir démérité, il a été quand même très valeureux dans cette compétition, Jean-Jacques. Le niveau était exceptionnel cette année. Notamment les 3 demi-finalistes auraient mérité de remporter cette compétition. Je dois saluer la capacité d'adaptation de ces 3 derniers candidats, parce qu'il y a eu beaucoup de contre-pieds sur les marchés et ils ont su s'adapter, je trouve, avec beaucoup d'humilité aux scénarios qui ont été livrés par les marchés et aux scénarios qui ont été complexes et changeants. Bravo à vous en tout cas, Noël. Bravo également, on le rappelle, à Sébastien qui a été 3e de cette compétition, qui complète le trio final. Je propose à tout le monde d'aller bien saluer le vainqueur et le vice-champion, on va dire, numéro 2, Henri Brice, qui aurait été un candidat malheureux de cette compétition. Bravo à Noël Clément qui clôture cette 4e saison des talents du trading. On vous laisse avec Guillaume Sommerer et le club de la bourse dans Intégral Bourse, bien sûr. Et nous, on se retrouve peut-être l'année prochaine.